J'ai simulé des vacances pour échapper à ma propre vie. Mon fils a dit « Fais le virement comme si je n'étais rien de plus qu'un compte en banque ». Je me cachais dans ma salle de bain, pleurant sur le carrelage froid. Aujourd'hui, je vais vous raconter quelque chose que je n'aurais jamais pensé partager. Et si, ne serait-ce qu'une seconde, cela vous semble familier, je vous demande seulement d'aimer cette vidéo et de vous abonner. Cela m'aidera à continuer à ouvrir mon cœur. Je m'appelle Martine et j'ai 73 ans. Ce matin, comme tous les matins depuis 5 ans, je me suis réveillée à 5h30 dans mon petit studio étriqué du 17e arrondissement de Paris. Le radiateur claque comme une chaîne de prisonniers et l'odeur du café brûlé de mon voisin s'infiltre à travers les murs fins. Mon arthrose rend chaque mouvement délibéré. Mes mains tremblent légèrement lorsque j'attrape mes lunettes de lecture, posées sur la table de chevet à côté d'une pile de factures impayées. Je vis dans cette boîte à chaussures depuis 3 ans maintenant, depuis que j'ai vendu ma maison à Créteil pour aider mon fils Julien à acheter la maison de ses rêves à Versailles. Il avait promis que ce serait temporaire. Il avait promis que je viendrais vivre avec lui une fois qu'il serait installé. C'était il y a 1000 jours, et je compte encore. La lumière du matin filtre à travers mon unique fenêtre, projetant des ombres sur les photos de famille délavées collées sur mon réfrigérateur. Il y a Julien à sa remise de diplôme universitaire, son bras autour de moi, tous les deux souriants à pleines dents. Il y a ma fille Sophie à son mariage, radieuse en blanc. Il y a mon défunt mari Philippe, tenant notre premier petit enfant. Ces photos me remplissaient de chaleur autrefois. Maintenant, elles ressemblent à des preuves d'une vie qui appartenait à quelqu'un d'autre. Mon téléphone a vibré. Un texto de Julien. Mon cœur sursaute toujours quand je vois son nom, espérant quelque chose de gentil, quelque chose qui me rappelle que je compte. Au lieu de ça, il disait « Maman, il faut que tu me vires 5000 € sur mon compte aujourd'hui. Réparation de voiture. Merci. Pas de s'il te plaît. Pas de je t'aime. Pas de comment vas-tu. Juste une exigence enrobée du plus mince vernis de politesse. » J'avais prévu quelque chose de spécial pour moi. Quelque chose que je n'avais pas fait depuis des décennies. De vraies vacances. Juste 3 jours dans une chambre d'hôte dans le Jura. Un endroit avec des montagnes. Des matins calmes et personne pour me demander quoi que ce soit. J'avais économisé 700 € en 6 mois, cachant des billets de 20 € dans ma Bible comme une enfant qui cache des bonbons. Mais en regardant le message de Julien, j'ai senti ce poids familier dans ma poitrine. Le poids de toujours dire oui, de toujours donner, de disparaître toujours un peu plus. J'ai répondu « En fait, je prévois un petit voyage pour moi ce week-end. » La réponse est venue immédiatement. « Sérieux? Maintenant? » Je t'ai dit que c'est urgent. Puis un autre message. « Bon, laisse tomber. Je me débrouillerai tout seul. Comme d'habitude. » Et voilà, la culpabilité, la manipulation enrobée de fierté blessée. La façon dont il pouvait faire passer ma seule petite demande d'espace pour une trahison de tout ce que j'avais fait pour lui. J'ai simulé les vacances. J'ai dit à ma famille que je partais pour le week-end, j'ai éteint mon téléphone et j'ai passé 3 jours dans mon appartement en faisant semblant d'être ailleurs. Je me suis préparé un thé raffiné et j'ai imaginé être dans un chalet à la montagne. J'ai commandé un plat chinois à emporter et j'ai fait comme si c'était le service en chambre. J'ai regardé de vieux films et je me suis laissé pleurer pendant les scènes romantiques, me souvenant du temps où je croyais aux fins heureuses. Le dimanche soir, j'ai rallumé mon téléphone. 17 appels manqués. 23 messages textes. Mon cœur s'est emballé, pensant qu'il était arrivé quelque chose de terrible. Mais en les lisant, j'ai réalisé que l'urgence était toujours la même. Ils avaient besoin de quelque chose de moi. Julien. Maman, où es-tu? Il faut que je te parle de la situation financière. Sophie. Maman, tu peux garder les enfants la semaine prochaine. Je sais que tu n'es pas là, mais quand tu rentreras? Ma sœur Hélène. Julien a appelé en te cherchant. Il a dit que tu faisais ta crise. Et puis, le message qui a brisé quelque chose en moi. De Julien, envoyé à 2h du matin. Je sais que tu n'es pas vraiment en vacances. Arrête tes gamineries et fais le virement. J'étais assise par terre dans ma salle de bain quand j'ai lu ça, le dos contre le mur de carrelage froid.
La lumière fluorescente bourdonnait au-dessus de ma tête, baignant tout d'un blanc cru. Mon reflet dans le miroir en face de moi ressemblait à une étrangère. Quand étais-je devenue cette femme? Cette ombre de personne, mendiant des miettes d'amour de ses propres enfants? Les larmes sont venues alors. Pas les douces larmes de la tristesse, mais les sanglots laids et étouffants de quelqu'un qui a enfin vu la vérité. Mon fils n'appelait pas parce que je lui manquais. Il appelait parce qu'il avait besoin de quelque chose. Ma fille ne me rendait pas visite parce qu'elle aimait passer du temps avec moi. Elle venait parce que la garde d'enfants gratuite était pratique. J'étais devenu un distributeur de billets avec des cartes de Noël et des cadeaux d'anniversaire attachés. Laissez-moi vous dire comment j'en suis arrivée là. Laissez-moi vous parler de 47 ans de sacrifices qui se sont en quelque sorte transformés en 47 ans d'invisibilité. J'ai rencontré Philippe quand j'avais 19 ans. Je travaillais comme secrétaire dans un cabinet d'avocats à Paris. Il avait 22 ans, étudiait pour devenir comptable, avec le rêve de créer son propre cabinet. Nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie à l'église Sainte-Marie, avec la robe blanche de ma mère retouchée pour m'aller, et une réception dans la crypte de l'église avec des sandwichs que j'avais préparés moi-même la veille. Julien est né 2 ans plus tard, et Sophie a suivi 3 ans après. Le cabinet de comptabilité de Philippe a eu du mal les premières années. Les grands cabinets raflaient tous les clients, et nous vivions d'un salaire à l'autre dans un minuscule appartement à Bagnolet. Je me souviens avoir chauffé le lait maternisé avec l'eau chaude du robinet parce que notre gaz avait été coupé. Je me souviens avoir marché 4 rues pour aller à l'épicerie parce que nous n'avions pas les moyens de réparer notre voiture. Mais j'étais heureuse. Nous étions une famille. Nous nous avions les uns les autres. Quand les enfants étaient petits, je travaillais de nuit comme femme de ménage dans des immeubles de bureaux pendant que Philippe les gardait. Je rentrais à l'aube, épuisée, et je préparais le petit déjeuner pour tout le monde avant que Philippe ne parte au travail. Ensuite, je passais la journée avec Julien et Sophie, les emmenant au parc, leur lisant des histoires, leur apprenant leurs lettres. Je ne me suis jamais plainte. Pas quand mon dos me faisait mal à force de frotter les sols. Pas quand je m'endormais debout pendant les matchs de foot de Julien. Pas quand les autres mères parlèrent de leurs projets pour le week-end, alors que je calculais si nous pouvions nous permettre les nouveaux crampons de Julien. L'amour ressemblait à un sacrifice à l'époque. Plus vous abandonniez de choses, plus vous prouviez que vous teniez à eux. Quand Julien a eu 16 ans, il voulait participer à un voyage scolaire à Rome. Le coût était de 800 €. Nous n'avions pas 800 €, mais je ne pouvais pas supporter de voir la déception dans ses yeux quand ses amis parlèrent du voyage. J'ai donc pris des contrats de nettoyage supplémentaires, travaillant 7 jours sur 7 pendant 2 mois. J'ai perdu 6 kilos à cause de l'épuisement et du stress, mais Julien a pu y aller. Il ne m'a jamais remercié. Pas une seule fois. Le mariage de Sophie nous a coûté 28 000 €. Nous avons pris une 2e hypothèque sur notre maison. Et je suis retournée nettoyer des bureaux à plein temps, même si j'avais déjà 58 ans et que mes genoux protestaient à chaque volée d'escalier. Elle voulait la journée parfaite, et je voulais qu'elle l'ait. Les photos de ce mariage montrent Sophie rayonnante de bonheur et moi, en arrière-plan, souriante mais les yeux cernés de fatigue. Quand on a diagnostiqué un emphysème à Philippe, les factures médicales ont commencé à s'accumuler. L'assurance en couvrait une partie, mais pas les traitements expérimentaux, pas les médicaments spéciaux, pas l'équipement à oxygène dont nous avions besoin à la maison. J'ai vendu les bijoux de ma mère, ceux qu'elle m'avait donnés quand je me suis mariée. J'ai vendu mon piano, celui que Philippe avait économisé pour m'acheter pour notre 10e anniversaire. Julien gagnait bien sa vie à l'époque, travaillant dans la finance à la Défense. Sophie avait fait un bon mariage, son mari était un avocat prospère. Mais quand j'ai mentionné les factures médicales, ils avaient tous les deux des excuses. Julien économisait pour une maison. Sophie fondait une famille. Ils aideraient quand ils le pourraient, mais pas tout de suite. Alors j'ai aidé Philippe seul. Je lui ai tenu la main pendant les nuits blanches où il ne pouvait pas respirer. Je l'ai conduit au rendez-vous chez le médecin et j'ai attendu dans des salles stériles pendant qu'il faisait des tests. J'ai regardé nos économies disparaître, euro par euro, pour maintenir mon mari en vie. Philippe est mort un mardi matin de mars. Je lui tenais la main quand il a rendu son dernier soupir.
Les funérailles ont coûté 7 000 €. Julien et Sophie ont chacun contribué à hauteur de 500 €, puis m'ont laissé m'occuper de tout le reste. Après les funérailles, Julien est venu à la maison. Pas pour me réconforter, pas pour partager des souvenirs de son père. Il est venu pour discuter de mes finances. « Maman, tu ne peux pas te permettre de garder cette maison ?» a-t-il dit, assis à ma table de cuisine comme s'il menait une réunion de travail. « Les impôts fonciers à eux seuls dévorent ta retraite. » Il n'avait pas tort. La maison que Philippe et moi avions achetée pour l'équivalent de 10 000 € en 1978 en valait maintenant 350 000. Mais les impôts avaient augmenté en conséquence, et ma pension n'était pas suffisante pour les couvrir. « J'ai trouvé un bel appartement pour toi, » a poursuivi Julien. « C'est petit, mais c'est tout ce dont tu as besoin. Et si tu vends la maison, tu pourrais m'aider avec mon apport. J'ai vu une maison à Versailles. Sophie pense que c'est un excellent investissement. » Sophie pense. Comme si ma fille avait son mot à dire sur ce qui arrivait à ma vie. J'aurais dû dire non. J'aurais dû lui dire que j'avais besoin de temps pour faire mon deuil, de temps pour comprendre ce que je voulais. Mais j'étais si fatiguée, si submergée par les décisions que je devais prendre seule. Et Julien a fait comme s'il m'aidait. « Tu pourrais vivre avec nous à terme, » a-t-il dit, une fois qu'on sera bien installé. Charlotte est de nouveau enceinte, donc on aura besoin de la chambre supplémentaire pour l'instant, mais plus tard. Plus tard. Toujours plus tard. J'ai vendu la maison. Julien a eu son apport et j'ai emménagé dans le studio où je suis assise aujourd'hui. C'était il y a 3 ans et j'attends toujours que plus tard arrive. L'appartement est rue de Saussure, au 4e étage, sans ascenseur. Le concierge est un homme nommé Carlos qui parle un français approximatif et répare tout avec du ruban adhésif. Mes voisins sont un jeune couple qui se dispute bruyamment la nuit et un homme âgé qui ne quitte jamais son appartement, mais dont la télévision diffuse des jeux toute la journée, à un volume qui fait vibrer mes murs. Ma retraite mensuelle est de 1 200 €. Mon loyer est de 1 100 €. Cela me laisse 100 € pour la nourriture, les charges, les médicaments et tout le reste. Je fais mes courses dans les magasins à bas prix et j'achète des boîtes de conserve cabossées et du pain de la veille. Je prends mon médicament pour la tension 1 jour sur 2 pour le faire durer plus longtemps. Je n'ai pas acheté de nouveaux vêtements depuis 2 ans. Mais Julien m'appelle toutes les quelques semaines et sa voix s'illumine quand il parle de son portefeuille d'actions, de sa nouvelle voiture, des bijoux de sa femme. Il réussit bien. L'argent de ma maison a vraiment aidé, dit-il, comme si c'était son argent depuis le début. Merci, maman. Tu es la meilleure. De si petits mots pour masquer une blessure si profonde. Savez-vous ce que c'est que de disparaître alors que vous êtes encore en vie? Devenir la musique de fond dans la vie de votre propre famille? Julien m'invite à des dîners de famille de temps en temps. Toujours à la dernière minute, toujours avec des conditions. Tu peux apporter le dessert? Tu peux aider Charlotte avec la vaisselle. Tu peux garder les enfants pendant qu'on fait des courses? Je dis toujours oui. J'apporte toujours le dessert. J'aide toujours avec la vaisselle. Je garde toujours les petits-enfants pendant que mon fils et sa femme disparaissent pendant des heures, me laissant gérer 2 bambins qui connaissent à peine mon nom. Les enfants, Léa, 5 ans, et Hugo, 3 ans, sont magnifiques. Ils ont les yeux de Julien et le sourire de Charlotte. Mais on leur a appris à me voir comme laide, pas comme leur grand-mère. Léa m'appelle la maman de Julien au lieu de mamie. Hugo pleure quand j'essaie de le serrer dans mes bras. Charlotte me traite avec une indifférence polie. Elle n'est jamais impolie, exactement. Mais elle fait clairement comprendre que je suis une obligation, pas une invitée bienvenue. Elle parle autour de moi au dîner, discutant des projets de vacances, des rénovations de la maison et des choix d'école comme si je n'étais pas assise juste là. On pense à une école privée pour Léa, dit-elle à Julien. Les écoles publiques ici ne sont tout simplement pas assez bonnes. L'école privée coûte 30 000 € par an. Je le sais parce que j'ai vérifié après, me demandant comment ils pouvaient se permettre quelque chose que je n'aurais jamais pu. La réponse, bien sûr, c'est l'argent de ma maison. Mon sacrifice qui paie le privilège de ma petite fille pendant que je mange de la soupe en conserve pour le dîner. Sophie vit à Nice maintenant. Elle a déménagé là-bas après le divorce, emmenant mon petit-fils Lucas avec elle. Je le vois 2 fois par an si j'ai de la chance. Il a 8 ans maintenant. Et quand je l'appelle en visio,
Il s'ennuie au bout de 5 minutes et rend le téléphone à sa mère. Dis au revoir à mamie, l'incite Sophie, et Lucas fait un signe distrait avant de courir jouer. Je lui envoie des cadeaux d'anniversaire, des cadeaux de Noël, des paniers de Pâques, des choses chères que je ne peux pas me permettre, achetées avec de l'argent que je devrais utiliser pour mes courses. Mais je veux qu'il se souvienne de moi quand les colis arrivent. Je veux qu'il sache que sa grand-mère l'aime, même à 1000 kilomètres de distance. Sophie ne dit jamais merci. Les cadeaux arrivent, et c'est tout. Pas d'appel, pas de texto, pas de photo de Lucas profitant de ce que je lui ai envoyé. Autant jeter des cadeaux dans un puits. À Noël dernier, j'ai dépensé 400 € en cadeaux pour tout le monde. J'ai acheté à Julien une écharpe en cachemire, à Charlotte un chemisier en soie, aux enfants des jouets chers, à Sophie un bijou, à Lucas une voiture télécommandée. J'ai tout emballé avec soin, avec du papier cher et des rubans assortis. La famille de Julien était polie, mais distraite. Les enfants ont ouvert leurs cadeaux rapidement et sont passés à des cadeaux plus excitants de leurs parents. Charlotte a souri et a dit merci, mais je voyais bien qu'elle calculait si le chemisier valait la peine d'être retourné. Mes cadeaux pour eux ont été ouverts et oubliés en quelques minutes. Leurs cadeaux pour moi tenaient dans un petit sac. Une bougie générique de la part de Julien et Charlotte. Une tasse de Sophie qui semblait venir de la boutique d'une station-service. Rien de réfléchi, rien de personnel. Rien qui suggérait qu'ils avaient de passer ne serait-ce que 5 minutes à penser à ce qui pourrait me plaire. Mais le vrai cadeau, c'est ce qui s'est passé après l'ouverture des présents. Julien a disparu pour prendre un appel professionnel. Charlotte est allée à la cuisine pour préparer le dîner, déclinant mon offre d'aide. Les enfants sont allés dans leur chambre pour jouer avec leurs nouveaux jouets, et je suis restée seule dans le salon, entourée de papier cadeau, invisible à nouveau. Je suis restée pour le dîner parce que c'est ce qu'on attend. J'ai aidé à nettoyer parce que c'est ce que je fais. Et quand il a été temps de partir, Julien m'a tendu une petite boîte avec des restes. « Pour tes déjeuners cette semaine », a-t-il dit, comme s'il me faisait une faveur. J'ai pris le métro pour rentrer, tenant cette boîte de restes de dinde et de farce, et j'ai pleuré tout le long du trajet jusqu'à mon appartement. Une femme de 70 ans pleurant sur la ligne 13 un soir de Noël. Et personne n'a même remarqué. Ce soir-là, j'ai appelé Sophie à Nice. Il était 21h chez moi, la même heure chez elle. Je pensais que nous pourrions peut-être avoir une vraie conversation, de mère à fille, sur le fait que je me sentais si seule. « Salut, maman » a-t-elle dit, mais je pouvais entendre la télévision en fond sonore et Lucas qui réclamait quelque chose. « Je peux te rappeler ? On est en plein milieu du dîner. » Elle n'a jamais rappelé. L'isolement s'est aggravé après ça. Des mois passaient sans une vraie conversation avec l'un ou l'autre de mes enfants. Les appels de Julien sont devenus purement transactionnels. « Maman, tu peux virer de l'argent pour le camp d'été des enfants ? Maman, le paiement de ma carte de crédit est dû, tu peux m'aider ? Maman, on refinance la maison et on a besoin d'un co-signataire. » J'ai toujours dit oui, à chaque fois. Parce que dire non, c'était comme admettre que je n'étais pas nécessaire. Et être nécessaire était le seul lien qu'il me restait. Mais être nécessaire n'est pas la même chose qu'être aimé, n'est-ce pas? Un distributeur de billets est nécessaire. Un paillasson est nécessaire. Une personne qui ne dit jamais non est nécessaire. J'ai commencé à tenir un journal l'année dernière, notant chaque interaction avec mes enfants. Pas pour tenir les comptes exactement, mais pour voir si j'imaginais des choses. Peut-être que j'étais trop sensible. Peut-être que c'était juste comme ça que fonctionnaient les familles d'adultes. Les entrées peignaient un tableau clair. 15 janvier, Julien a appelé pour demander de l'argent pour le cadeau d'anniversaire de Charlotte. Conversation de 2 minutes. 23 janvier, j'ai appelé Julien pour prendre des nouvelles de la pièce de théâtre de Léa. Tombé sur la messagerie. N'a jamais rappelé. 2 février. Sophie a envoyé un texto pour me demander d'envoyer le cadeau d'anniversaire de Lucas en avance parce qu'elle avait oublié de commander quelque chose. Pas de s'il te plaît, pas de merci. 14 février, Saint-Valentin. Aucun appel. 28 février. Julien a appelé pour demander un prêt pour de nouveaux meubles. A dit qu'ils avaient des problèmes de couple et qu'acheter de nouveaux meubles pourrait aider. Envoyer 3 000 €.
15 mars. J'ai appelé pour prendre des nouvelles des problèmes de couple. Julien a dit que tout allait bien et a semblé agacé que j'en parle. 30 mars. Pâques. Invité chez Julien. Demandé d'apporter le dessert et d'aider au nettoyage. Passé la plupart de la journée à faire la vaisselle pendant que la famille s'amusait dans une autre pièce. Page après page du même schéma. Je donnais, ils prenaient. J'appelais, ils étaient occupés. Je me souciais, ils étaient indifférents. Mais le journal m'a aussi montré autre chose. Il m'a montré à quel point j'étais devenue petite. Comment j'avais entraîné mes propres enfants à me traiter comme une prestataire de service plutôt que comme leur mère. Le point de rupture est arrivé il y a 6 mois, le jour de mon 73e anniversaire. J'avais laissé des indices pendant des semaines. Rien d'évident, rien d'exigeant. Juste des mentions désinvoltes de la date, me demandant si quelqu'un s'en souvenait. Je m'étais même acheté un petit gâteau au supermarché, juste au cas où quelqu'un voudrait le fêter avec moi. Le jour est venu et est passé. Pas d'appel, pas de carte, pas de message. Je suis restée assise dans mon appartement ce soir-là, mangeant seule une part de gâteau d'anniversaire, regardant le soleil se coucher sur Paris. Mon téléphone est resté silencieux toute la journée. À 22 heures, j'ai finalement reçu un texto de Sophie. Joyeux anniversaire en retard, maman. Désolée, journée de folie hier. Je t'aime, en retard. Comme si elle s'en était souvenue mais était juste trop occupée pour m'envoyer un texto le jour même. Mais je connaissais la vérité. Elle ne s'en était pas souvenue du tout. Quelqu'un lui avait probablement rappelé, ou elle avait vu un souvenir sur Facebook, ou c'était apparu sur son calendrier. Julien ne l'a jamais mentionné du tout. Cette nuit-là, j'ai pris une décision qui me terrifiait. J'ai décidé de les tester. J'ai décidé de voir ce qui se passerait si je disparaissais pour un week-end. Pas de façon dramatique, pas de façon permanente. Juste tranquillement, pour voir si quelqu'un le remarquerait, pour voir si quelqu'un s'inquiéterait. J'ai planifié mes fausses vacances pour le mois suivant. J'ai dit à Julien et Sophie que j'allais rendre visite à une vieille amie en province. J'ai fait en sorte que ça paraisse décontracté, sans demander de permission, juste en partageant une information comme le ferait n'importe quel adulte. « C'est sympa, maman », a dit Sophie. « Amuse-toi bien. » Julien a juste grogné en guise d'accusé de réception. J'ai passé 3 jours dans mon appartement, téléphone éteint, faisant semblant d'être ailleurs. J'ai lu des livres que je voulais lire depuis longtemps. J'ai pris de longs bains. J'ai cuisiné des repas pour une personne sans me sentir coupable du coup. J'ai regardé de vieux films et je me suis laissé aller à la nostalgie sans m'excuser de vivre dans le passé. Pendant 3 jours, je me suis souvenu de ce que c'était que d'exister pour soi-même. Quand j'ai rallumé mon téléphone le dimanche soir, je m'attendais à de l'inquiétude. Je m'attendais à de l'attention. Je m'attendais à ce que mes enfants s'inquiètent de ne pas avoir eu de nouvelles de leur mère âgée depuis 3 jours. Au lieu de ça, j'ai trouvé une liste de demandes et de plaintes. Julien avait appelé 6 fois, non pas parce qu'il était inquiet, mais parce qu'il avait besoin que je co-signe une demande de prêt et que la banque en avait besoin pour lundi. Il était en colère que je sois injoignable quand il avait besoin de quelque chose d'important. Sophie avait envoyé plusieurs textos pour me demander si je pouvais envoyer de l'argent pour le voyage scolaire de Lucas. Elle était frustrée que je ne réponde pas à ses demandes urgentes. Ma sœur Hélène avait appelé parce que Julien l'avait contactée. Contrariée que je fasse des gamineries et que je sois irresponsable. Et puis, le message qui a brisé ce qui restait de mon cœur. Julien avait envoyé un texto à 2 heures du matin. « Je sais que tu n'es pas vraiment en vacances. Arrête tes gamineries et fais le virement. » Il avait deviné que je mentais. Non pas parce qu'il me connaissait assez bien pour voir à travers la supercherie, mais parce qu'il avait besoin de quelque chose et ne pouvait pas imaginer que sa mère ait une vie indépendante de ses besoins. J'étais assise par terre dans ma salle de bain quand j'ai lu ce message, et tout est devenu limpide. Je n'étais pas trop sensible. Je n'imaginais pas des choses. Je n'étais pas une mère aimée dont les enfants étaient juste occupés. J'étais utilisée. Alors que j'étais assise là, sur le carrelage froid, le dos contre la baignoire, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des décennies. J'ai ressenti de la colère, pas de la tristesse, pas de la peine, pas de la déception, de la colère. Une colère pure, nette, juste. Comment osait-il?
Comment osaient-ils me traiter comme un inconvénient alors que je leur avais tout donné? Comment osaient-ils agir comme si mon amour était quelque chose auquel ils avaient droit, quelque chose qui venait sans condition ni attente? J'avais passé 73 ans à faire passer les besoins de tout le monde avant les miens. J'avais sacrifié mes rêves, mon confort, ma sécurité financière, ma tranquillité d'esprit. Et pourquoi? Pour que mes enfants me voient comme rien de plus qu'une ressource à exploiter? Cette nuit-là, j'ai fait une liste. Pas dans mon journal, mais sur un morceau de papier que j'ai scotché sur le miroir de ma salle de bain. Une liste de tout ce que j'avais donné à ma famille au cours des 5 dernières années. Apport pour la maison de Julien, 150 000 €. Frais de mariage pour Sophie, 28 000 €. Prêt d'urgence à Julien, 47 000 €. Cadeaux pour les petits-enfants, 8 000 €. Service de garde d'enfants, d'innombrables heures. Soutien émotionnel pendant les problèmes de couple de Julien, sans fin. Colis à Sophie après son divorce, 3 000 €. Co-signature du prêt auto de Julien. Responsabilité de 35 000 €. Paiement d'urgence de carte de crédit, 12 000 €. Frais de voyage pour rendre visite à Sophie à Nice, 4 000 €. Le total était stupéfiant. Plus de 287 000 € de soutien financier direct, plus des milliers d'heures de garde d'enfants gratuites et de travail émotionnel. Et qu'avais-je reçu en retour? Une indifférence désinvolte. Une obligation polie. Le privilège d'être utile. J'ai passé la semaine suivante dans un brouillard de prise de conscience. Chaque interaction avec mes enfants prenait un nouveau sens. Chaque conversation se révélait transactionnelle. Chaque expression d'amour était liée à quelque chose qu'il voulait. Quand Julien appelait pour prendre des nouvelles, il mentionnait toujours un stress financier dans les 5 premières minutes. Quand Sophie partageait une bonne nouvelle à propos de Lucas, elle enchaînait toujours avec une demande d'argent pour fêter ça correctement. Quand l'un d'eux disait « je t'aime », c'était toujours précédé ou suivi d'une faveur. Je leur avais appris à m'utiliser. En ne disant jamais non, en étant toujours disponible, en ne faisant jamais passer mes propres besoins en premier, j'avais entraîné mes propres enfants à me voir comme un moyen d'arriver à leur fin, plutôt que comme une personne digne d'être aimée pour elle-même. La révélation a été dévastatrice, mais aussi libératrice. Parce qu'une fois que vous voyez clairement la vérité, vous ne pouvez plus l'ignorer. Et une fois que vous comprenez le jeu qui se joue, vous pouvez décider si vous voulez continuer à jouer. J'ai décidé que non. Le premier changement que j'ai fait était petit mais significatif. Quand Julien a appelé pour demander de l'argent pour couvrir son paiement hypothécaire parce que c'est serré ce mois-ci, j'ai dit quelque chose que je n'avais jamais dit auparavant. Je ne peux pas t'aider cette fois. Le silence à l'autre bout du fil s'est étiré si longtemps que je me suis demandé si la communication avait été coupée. Comment ça, tu ne peux pas m'aider? A-t-il finalement demandé. Je veux dire que je n'ai pas l'argent à te donner. Mais tu as toujours de l'argent. Tu as les économies de la vente de la maison. Je t'aide avec cet argent depuis 3 ans, Julien. Il n'en reste presque plus. C'était un mensonge. Il me restait encore environ 60 000 €, soigneusement investis avec l'aide d'un conseiller financier que j'avais commencé à voir. Mais je voulais voir comment il réagirait à l'idée que son distributeur personnel pourrait être à sec. Sa réaction m'a tout dit. « Maman, tu ne peux pas être sérieuse. J'ai des factures à payer. Charlotte compte là-dessus. Pas d'inquiétude pour ma sécurité financière. Pas de questions sur comment je m'en sortirais si j'étais vraiment à court d'argent. Juste de la frustration que sa ressource puisse ne plus être disponible. Je suis sûre que tu trouveras une solution, ai-je dit, et j'ai raccroché. Mes mains tremblaient quand j'ai reposé le téléphone, mais pas de peur. D'adrénaline. De la montée d'adrénaline de m'être défendu pour la première fois depuis des décennies. Il a rappelé immédiatement. Je n'ai pas répondu. Il a rappelé 1 heure plus tard. Je n'ai pas répondu. Il a envoyé un texto. « Maman, il faut qu'on parle. Ce n'est pas ton genre. » Il avait raison. Ce n'était pas mon genre. Et c'était exactement le but. J'ai passé les jours suivants à m'attendre à ce que la culpabilité me submerge. J'ai attendu de me sentir mal d'avoir déçu mon fils, de l'avoir laissé tomber. Mais la culpabilité n'est jamais venue. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose dont j'avais presque oublié l'existence. La paix.
Mon appartement semblait plus calme, sans l'anxiété constante de me demander quand la prochaine demande arriverait. Mes épaules semblaient plus légères, sans porter les problèmes de tout le monde. Mon esprit semblait plus clair sans le calcul mental constant de qui avait besoin de quoi et comment je pouvais le fournir. Pour la première fois depuis des années, j'ai eu une conversation avec ma voisine Madame Dubois, qui n'a pas été interrompue par un appel de mes enfants. Nous avons parlé de ses petits-enfants, qui lui rendaient visite tous les dimanches et l'aidaient avec les courses. Nous avons parlé de son fils, qui appelait tous les quelques jours juste pour discuter. Nous avons parlé de sa fille, qui envoyait des photos et des nouvelles de sa vie à Bordeaux, non pas parce qu'elle voulait quelque chose, mais parce qu'elle voulait partager sa joie avec sa mère. « La famille devrait vous remplir, pas vous vider », a dit Madame Dubois, alors que nous étions assises dans sa cuisine, partageant des quiches maison et un café fort. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Quand était la dernière fois que ma famille m'avait remplie? Quand était la dernière fois que je m'étais sentie pleine d'énergie après avoir passé du temps avec eux, au lieu d'être épuisée? Je ne m'en souvenais pas. Ce week-end-là, j'ai fait quelque chose de radical. Je suis allée au musée d'Orsay, seule. Pas parce que j'attendais que quelqu'un m'invite, pas parce que je tuais le temps entre deux obligations familiales. Juste parce que je voulais voir de belles choses. J'ai passé 4 heures à errer dans les galeries, regardant des tableaux que j'avais vus dans des livres, mais jamais en personne. Je me suis assise sur des bancs devant des chefs-d'œuvre et je me suis laissé ressentir ce que l'art inspirait. L'émerveillement, la tristesse, la joie, l'espoir. Dans la section impressionniste, je me suis retrouvée devant un tableau de Monet, une de ces toiles de Nymphéas qui semblait vibrer d'émotion. Un homme plus âgé, debout à côté de moi, a dit « C'est magnifique, n'est-ce pas ?» Ma femme aurait adoré celui-ci. Nous avons commencé à parler. Il s'appelait François, et sa femme était décédée 2 ans plus tôt. Elle avait été professeure d'art, et ils avaient passé leur retraite à voyager dans les musées du monde entier. Le plus difficile, a-t-il dit, ce n'est pas son absence. C'est de se souvenir comment vivre pour soi-même à nouveau. Nous étions ensemble depuis si longtemps, j'ai oublié comment être juste moi. Je comprenais exactement ce qu'il voulait dire. Nous avons pris un café au café du musée et avons parlé pendant encore 1 heure. D'art, de perte, de l'étrange expérience de reconstruire son identité à 70 ans. C'était la première vraie conversation que j'avais avec un autre adulte depuis des mois. Pas sur ce que quelqu'un avait besoin de moi. Pas sur des problèmes que je devais résoudre. Juste 2 personnes partageant des pensées et des expériences. En nous quittant, François m'a demandé si je voulais me joindre à lui pour une autre visite de musée la semaine suivante. J'ai dit oui. En rentrant chez moi, j'ai senti quelque chose d'inhabituel se répandre dans ma poitrine. Il m'a fallu plusieurs rues pour identifier ce sentiment. Le bonheur. Pas la brève satisfaction de rendre quelqu'un d'autre heureux, pas le soulagement momentané de résoudre le problème de quelqu'un d'autre, mais un bonheur authentique et personnel. Le genre de bonheur qui vient de faire quelque chose que vous aimez avec quelqu'un dont vous appréciez la compagnie. Ce soir-là, Julien a appelé. « Maman, j'ai réfléchi à notre conversation. Peut-être qu'on peut trouver un arrangement. Et si je te remboursais par mensualité ?» Il ne s'excusait pas de m'avoir traité comme une banque. Il ne reconnaissait pas que demander constamment de l'argent pouvait être inapproprié. Il négociait les termes de mon utilité continue. « Julien, je dois te demander quelque chose, » ai-je dit. « Quand est-ce que tu m'as appelé pour la dernière fois juste pour savoir comment j'allais? Pas parce que tu avais besoin de quelque chose, juste parce que tu te souciais de moi. » Un autre long silence. Je. « Qu'est-ce que tu veux dire? » Je veux dire, quand est-ce que tu m'as appelé pour la dernière fois pour me demander des nouvelles de ma santé, de ma journée ou de mes sentiments, sans rien vouloir en retour? Maman, ce n'est pas juste. Bien sûr que je me soucie de toi. Alors montre-le-moi. Appelle-moi la semaine prochaine. Ne demande rien. Ne mentionne pas l'argent, les problèmes ou les choses pour lesquelles tu as besoin d'aide. Parle-moi simplement comme si j'étais une personne avec qui tu aimes passer du temps. D'accord, a-t-il dit, mais je pouvais entendre la confusion dans sa voix. Le concept de m'appeler sans ordre du jour lui était apparemment étranger. Il n'a jamais passé cet appel. 2 semaines plus tard, Sophie a appelé. Non pas pour me demander comment j'allais, non pas pour partager des nouvelles de Lucas,
mais pour se plaindre que je n'avais pas envoyé l'argent de poche de son fils pour le mois. Maman, Lucas demande pourquoi mamie n'a pas envoyé son argent de poche. J'ai dû inventer une excuse. J'ai ressenti un flash familier de culpabilité, rapidement remplacé par de la clarté. Sophie, pourquoi donnes-tu à Lucas de l'argent de poche de ma part? Tu l'envoies tous les mois depuis 2 ans. Il s'y est habitué. J'ai envoyé cet argent pour t'aider pendant le divorce, quand les choses étaient difficiles financièrement. Je ne savais pas que c'était devenu une attente. Eh bien, c'est le cas. Ce n'est qu'un enfant, maman. Il ne comprend pas les messages contradictoires. Messages contradictoires. Comme si mon soutien financier était un contrat que j'avais signé, plutôt qu'un cadeau offert librement. Sophie, j'aime Lucas, mais je ne suis pas responsable de lui fournir son argent de poche. C'est le rôle des parents. Sérieusement? Tu vas punir un enfant de 8 ans parce que tu es contrarié par quelque chose? Soudain, j'étais la méchante pour ne pas vouloir financer indéfiniment l'argent de poche de mon petit-fils. Soudain, ma décision d'arrêter d'être une banque visait à punir des enfants plutôt qu'à préserver ce qui restait de ma sécurité financière. Je ne punis personne, ai-je dit. Je ne donne simplement plus d'argent, sauf en cas de véritable urgence. Très bien, a dit Sophie. Mais ne t'attends pas à ce que j'explique à Lucas pourquoi sa grand-mère ne se soucie plus de lui. Elle a raccroché. Je suis restée assise, le téléphone à la main, stupéfaite par la manipulation. Dans l'esprit de Sophie, l'amour se mesurait en contributions financières. Si je n'envoyais pas d'argent, je ne m'en souciais pas. Si je donnais la priorité à ma propre stabilité financière, j'abandonnais mes petits-enfants. Comment mes relations avec mes enfants étaient-elles devenues si tordues? Ce soir-là, j'ai appelé ma sœur Hélène. Nous ne nous étions pas parlé depuis plusieurs mois et j'avais besoin de parler à quelqu'un qui se souvenait de moi avant que je ne devienne le distributeur de tout le monde. « Martine » a-t-elle dit, utilisant le surnom qu'elle me donnait depuis l'enfance. « Comment vas-tu, ma chérie ?» Le simple fait d'entendre quelqu'un m'appeler d'un terme affectueux, avec une véritable affection, m'a mis les larmes aux yeux. J'ai du mal, Hélène. Je crois que j'ai fait de terribles erreurs avec Julien et Sophie. Je lui ai tout raconté. Les années de demande constante d'argent, la façon dont Julien me traitait comme une employée plutôt que comme sa mère, l'hypothèse de Sophie que j'existais pour résoudre ses problèmes, les fausses vacances et le cruel texto de Julien, mes récentes conversations où j'avais finalement dit non. Hélène a écouté sans juger, faisant de petits bruits de sympathie et de compréhension. « Oh, ma chérie », a-t-elle dit quand j'ai fini. « Tu n'as pas fait d'erreur. Tu as été trop généreuse, trop donneuse. Mais ce n'est pas une erreur, c'est de l'amour. L'erreur est la leur, d'en avoir profité. Mais peut-être que j'ai créé cette situation, ai-je dit. Peut-être que je leur ai appris à s'attendre à ça en ne disant jamais non. Martine, tu étais une mère célibataire après la mort de Philippe. Tu as fait ce que tu pensais être le mieux pour aider tes enfants à réussir. Le fait qu'ils aient transformé ta générosité en un dû n'est pas de ta faute. Elle a fait une pause, et je pouvais l'entendre choisir ses mots avec soin. Mais tu as raison de dire que tu l'as permis, et la seule façon de changer la dynamique est d'arrêter de le permettre, ce qui semble être exactement ce que tu fais. C'est si difficile, ai-je murmuré. Et s'ils décident qu'ils n'ont plus du tout besoin de moi? Et si je me retrouve complètement seule? Ma chérie, n'es-tu pas vraiment seule maintenant? Quand est-ce que Julien ou Sophie ont passé du temps avec toi pour la dernière fois juste parce qu'ils appréciaient ta compagnie? Quand est-ce qu'ils t'ont interrogé sur tes rêves, tes peurs, tes espoirs? Quand est-ce qu'ils t'ont fait te sentir vue et valorisée en tant que personne? Je ne pouvais pas répondre parce que la réponse était jamais. Ou il y a si longtemps que les souvenirs s'étaient estompés en mythologie. « Tu as peur d'être seule », a poursuivi Hélène. « Mais tu es déjà seule. La seule différence, c'est que maintenant tu es seule et utilisée. Au moins, si tu fixes des limites, tu seras seule avec dignité. » Ces mots m'ont piqué parce qu'ils étaient vrais. J'avais eu si peur de l'abandon que j'avais accepté l'exploitation. J'avais confondu être nécessaire et être aimée depuis si longtemps que j'avais oublié ce que l'amour authentique signifiait. Après avoir raccroché,
Je me suis assise dans mon petit appartement et j'ai regardé autour de moi avec un nouveau regard. L'endroit que j'avais vu comme temporaire, comme une étape vers la réintégration de ma famille, m'est soudainement apparu pour ce qu'il était. Ma maison. Mes livres sur l'étagère près de la fenêtre. Le service à thé en porcelaine de ma mère, exposé avec soin sur la petite table à manger. Le plaid doux que je m'étais acheté le mois dernier dans un rare moment d'indulgence personnelle. C'était mes affaires, dans mon espace, créant mon environnement. Quand avais-je cessé de voir cela comme une déficience et commencé à le voir comme une indépendance? Je me suis préparé le dîner, un vrai dîner, avec des légumes, des assaisonnements et une attention à sa présentation dans l'assiette. J'ai ouvert une bouteille de vin que je gardais pour une occasion spéciale et j'ai décidé que me choisir était une occasion assez spéciale. En mangeant, j'ai pensé à François du musée, à Madame Dubois d'en face et à Hélène au téléphone. Des gens qui me parlaient comme si j'étais intéressante, comme si mes pensées et mes histoires comptaient. Des gens qui donnaient autant qu'ils prenaient dans la conversation. Des gens qui semblaient vraiment apprécier ma compagnie. Quand Julien ou Sophie avaient-ils ri pour la dernière fois à quelque chose que j'avais dit? Quand m'avaient-ils demandé mon avis pour la dernière fois sur quelque chose qui ne les affectait pas directement? Quand avaient-ils partagé une bonne nouvelle avec moi pour la dernière fois, juste parce qu'ils voulaient que je sois heureuse pour eux? La réponse à toutes ces questions était la même. Je ne m'en souvenais pas. Cette nuit-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai appelé une vieille amie. Monique et moi avions travaillé ensemble au cabinet d'avocats il y a 40 ans, avant de toutes les deux partir pour élever nos familles. Nous étions restés en contact pendant un certain temps, échangeant des cartes de vœux et des appels téléphoniques occasionnels, mais la vie était intervenue et nous avions perdu le contact. J'ai trouvé son numéro dans mon vieil agenda et j'ai composé avant de perdre mon courage. « Martine ?» a-t-elle dit quand je me suis présentée. « Mon Dieu, ça fait des années !» Sa voix était chaleureuse, empreinte d'un plaisir sincère, et j'ai réalisé depuis combien de temps personne n'avait semblé vraiment heureux de m'entendre. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. De la retraite de son mari, de la réussite professionnelle de sa fille, du nouveau bébé de son fils. Mais aussi de son jardin, des livres qu'elle lisait, d'un cours de poterie qu'elle avait commencé. J'ai l'impression d'avoir passé la 50aine à m'occuper de tout le monde, a-t-elle dit. Maintenant, je m'occupe enfin de moi, et c'est merveilleux. Parfois effrayant, mais merveilleux. Quand je lui ai parlé de ma situation avec Julien et Sophie, elle n'a offert ni conseil ni jugement. Elle a simplement écouté, puis a partagé sa propre histoire sur l'apprentissage de la fixation de limites avec ses enfants adultes. La chose la plus difficile à accepter, a-t-elle dit, c'est que nous ne pouvons pas aimer nos enfants pour qu'ils nous aiment en retour. Nous ne pouvons pas donner assez ou sacrifier assez pour obtenir le genre de relation que nous voulons. Soit ils nous apprécient en tant que personnes, soit ils ne le font pas. Et s'ils ne le font pas, aucune somme d'argent ou de faveur ne changera cela. Avant de raccrocher, Monique m'a invitée à rejoindre son club de lecture. Nous nous réunissons 2 fois par mois et nous lisons des choses fascinantes. En plus, les femmes sont adorables. Je pense que tu les aimerais beaucoup. J'ai dit oui sans hésiter. Le lendemain matin, je me suis réveillée différente, plus légère, plus énergique. J'avais des projets qui n'impliquaient les problèmes de personne d'autre. J'avais des conversations à attendre qui porteraient sur des livres et des idées plutôt que sur des besoins et des demandes. Je redevenais une personne au lieu d'être juste une mère. Cet après-midi-là, Julien a appelé. « Maman, il faut qu'on parle de cette situation financière. » Charlotte pense que tu fais une sorte de dépression. Charlotte pense. Toujours Charlotte pense. Jamais Julien pense. Comme si mon fils ne pouvait pas se forger une opinion sur sa propre mère sans l'avis de sa femme. Je ne fais pas de dépression, ai-je dit calmement. Je fais une révélation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai réalisé que notre relation est devenue déséquilibrée. Tu m'appelles quand tu as besoin de quelque chose. Tu me rends visite quand c'est pratique. Tu m'inclus dans les événements familiaux quand tu as besoin d'aide. Mais tu n'appelles jamais juste pour parler. Tu ne viens jamais juste pour passer du temps ensemble. Tu ne m'inclus jamais dans les choses juste parce que tu apprécies ma compagnie. Ce n'est pas vrai, a-t-il dit, mais sa protestation était faible. Quand m'as-tu appelé pour la dernière fois juste pour dire bonjour? Silence.
Quand m'as-tu invité pour la dernière fois juste pour dîner ensemble, sans me demander d'apporter quoi que ce soit ou d'aider à quoi que ce soit? Plus de silence. Quand m'as-tu interrogé pour la dernière fois sur ma vie, mes intérêts, mes sentiments, sans le rapporter à ce dont tu as besoin de moi? Maman, c'est ridicule. Bien sûr que ta vie m'intéresse. Alors dis-moi quelque chose à son sujet. Dis-moi ce qui m'intéresse en ce moment. Dis-moi ce que j'ai fait de mon temps dernièrement. Dis-moi quelque chose qui compte pour moi et qui n'a rien à voir avec toi ou ta famille. Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai cru qu'il avait peut-être raccroché. Je ne comprends pas ce que tu attends de moi. Et voilà, le cœur du problème. Il ne comprenait pas ce que je voulais parce qu'il n'avait jamais envisagé que je puisse vouloir quelque chose. Dans son esprit, j'existais pour subvenir à ses besoins. Mes désirs, mes besoins, mes rêves lui étaient invisibles. Je veux une relation avec mon fils, ai-je dit. Pas une relation avec quelqu'un qui m'appelle quand il a besoin d'argent. Je veux que tu m'apprécies en tant que personne, pas seulement comme quelqu'un qui peut résoudre des problèmes pour toi. Je t'apprécie. Alors montre-le-moi. La prochaine fois que tu appelles, ne demande rien. La prochaine fois que tu m'invites, ne me donne pas de corvées à faire. La prochaine fois que nous aurons une conversation, demande-moi comment s'est passée ma journée avant de me parler de la tienne. C'est fou, a-t-il dit. Tu es ma mère. Bien sûr que je vais t'appeler quand j'ai besoin d'aide. C'est ce que font les familles. Oui, Julien, c'est ce que font les familles. Elles s'entraident. Mais en ce moment, l'aide ne va que dans un sens. Quand m'as-tu aidé pour la dernière fois avec quelque chose? Nous t'avons incluse au dîner de Noël. Tu m'as invité à apporter le dessert et à nettoyer après. Ce n'est pas m'inclure, c'est m'utiliser. Très bien, a-t-il dit, et je pouvais entendre la colère monter dans sa voix. Si c'est ce que tu ressens, peut-être qu'on n'a plus besoin de faire des dîners de famille. Peut-être que non, ai-je dit. Jusqu'à ce que tu puisses trouver comment avoir une relation avec moi qui ne soit pas basée sur ce que je peux faire pour toi. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Mes mains tremblaient, mais pas de peur, de soulagement, de l'incroyable légèreté d'avoir enfin dit ce qui devait être dit. Moins d'une heure plus tard, mon téléphone a sonné. Sophie. Maman, Julien m'a appelé. Il dit que tu te comportes bizarrement et que tu refuses d'aider la famille. C'est ce qu'il a dit? Il a dit que tu es égoïste et déraisonnable. Il a dit que tu l'as accusé de t'utiliser. Qu'en penses-tu, Sophie? Penses-tu que Julien m'utilise? Une autre pause. Sophie était plus intelligente que Julien, plus intelligente émotionnellement. Elle pouvait voir la vérité si elle le voulait. Je pense que tu traverses une période difficile, a-t-elle dit prudemment. Peut-être que tu devrais parler à quelqu'un, un professionnel. Donc j'étais folle. Pas Julien pour m'avoir traité comme un distributeur. Pas Sophie pour s'attendre à ce que je finance l'argent de poche de son fils indéfiniment. C'est moi qui avais besoin d'une aide professionnelle parce que j'avais enfin protesté contre le fait d'être utilisée. En fait, ai-je dit, c'est une excellente idée. Je pense que je vais parler à quelqu'un. Un thérapeute qui pourra m'aider à comprendre comment je me suis retrouvée dans des relations où ma seule valeur est ce que je peux fournir. Maman. Sophie, laisse-moi te poser une question. Si je ne te donnais plus jamais d'argent, si je ne gardais jamais Lucas, si je ne pouvais pas résoudre de problèmes ou fournir de services, voudrais-tu toujours une relation avec moi? Bien sûr, a-t-elle dit rapidement. Trop rapidement. Le genre de réponse automatique que l'on donne quand on sait ce qu'on est censé dire. Pourquoi? Ai-je insisté. Que voudrais-tu d'une relation avec moi si je ne pouvais rien faire pour toi? Le silence a duré si longtemps que j'ai cru qu'elle avait peut-être mis le téléphone en sourdine. Nous serions toujours une famille, mais de quoi parlerions-nous? Que ferions-nous ensemble? Qu'est-ce que tu apprécierais en passant du temps avec moi? Elle ne pouvait pas répondre. Et dans son incapacité à répondre, j'ai entendu la vérité que nous connaissions toutes les deux, mais n'avions jamais reconnue. Elle n'avait aucune idée de qui j'étais au-delà de mon utilité pour elle. Je t'aime, Sophie, ai-je dit, mais j'ai besoin que tu apprennes à m'aimer aussi. Pas seulement accepter mon aide, pas seulement prendre mon argent, mais m'aimer réellement en tant que personne.
Et jusqu'à ce que tu puisses le faire, je pense que nous avons besoin d'un peu de distance. Maman, tu me fais peur. Je n'essaie pas de te faire peur. J'essaie de sauver ce qui reste de notre relation avant que le ressentiment ne la détruise complètement. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans mon appartement et j'ai attendu de me sentir coupable. Attendu de me sentir mal d'avoir déçu mes enfants, d'avoir créé un conflit, d'avoir potentiellement endommagé des relations. Mais la culpabilité n'est jamais venue. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des décennies, de la fierté. La fierté de m'être défendue. La fierté d'avoir refusé d'accepter un traitement inacceptable. La fierté de me valoriser assez pour exiger mieux. Ce soir-là, Madame Dubois a frappé à ma porte avec une assiette de pastel maison et une invitation à dîner avec elle et la famille de son fils le dimanche suivant. Juste parce que c'est agréable de partager un repas avec les gens qu'on aime, a-t-elle dit. Pas d'occasion spéciale, pas de faveur nécessaire, juste de la bonne nourriture et de la bonne compagnie. Quand quelqu'un m'avait-il invité quelque part pour la dernière fois sans rien attendre de moi en retour? Je ne m'en souvenais pas. J'adorerais, ai-je dit, et je le pensais. Le dîner du dimanche chez Madame Dubois a été une révélation. Son fils Miguel et sa femme Carla m'ont traité comme une invitée d'honneur. Ils m'ont interrogé sur ma vie, mes intérêts, mes opinions sur tout. De la politique au film en passant par le projet scolaire de leur fille. Isabella, 8 ans, m'a montré ses dessins et m'a demandé si je lui apprendrais à faire les biscuits que j'avais mentionné aimer quand j'étais enfant. Miguel a raconté des histoires sur la cuisine de sa mère qui ont fait rire tout le monde, y compris Madame Dubois elle-même. Carla m'a demandé si je serais intéressée à me joindre à leur famille pour une sortie aux eaux de Vincennes, non pas parce qu'ils avaient besoin d'aide, mais parce qu'ils pensaient que cela me plairait. J'étais assise à leur table, mangeant de la nourriture délicieuse et écoutant des rires sincères, et j'ai réalisé que c'était ce que la famille était censée être. Chaleureuse, inclusive et intéressée par le bien-être de chaque personne. Personne ne m'a demandé d'argent. Personne ne m'a donné de corvée. Personne ne m'a traitée comme si j'avais de la chance d'être incluse. Tu sembles tellement plus heureuse ces derniers temps, a observé Madame Dubois alors que nous débarrassions la table ensemble, plus détendue. J'ai arrêté d'essayer d'acheter l'amour des gens, ai-je dit. C'est incroyable toute l'énergie que ça libère. Elle a hoché la tête d'un air entendu. Mon premier mari, le grand-père d'Isabella, disait que si tu dois payer pour l'attention de quelqu'un, tu n'achètes pas de l'amour. Tu le loues. 2 semaines se sont écoulées sans contact de Julien ou de Sophie. 2 semaines de matins paisibles, de journées productives, de conversations sincères avec de nouveaux amis. 2 semaines à me souvenir de ce que c'était que de vivre pour soi-même. J'ai rejoint le club de lecture de Monique et j'ai découvert que j'avais des opinions sur la littérature que je ne m'étais jamais autorisée à explorer. J'ai commencé à prendre des cours d'aquarelle au centre communautaire et j'ai découvert que j'avais une intuition artistique que je ne savais pas exister. J'ai rendu visite à François au musée 2 fois de plus et j'ai réalisé que j'appréciais d'avoir une amitié masculine sans pression romantique. Mon appartement a commencé à ressembler moins à un lieu de passage temporaire et plus à un sanctuaire choisi. J'ai acheté des plantes pour le rebord de la fenêtre et des tableaux pour les murs. J'ai réarrangé les meubles pour créer un coin lecture où je pouvais m'asseoir avec mon café et mes livres à la lumière du matin. Je devenais une personne avec des intérêts, des préférences et une joie qui n'avaient rien à voir avec les besoins de quiconque. Puis Julien a appelé. « Maman, tu as fait passer ton message. » Ce traitement par le silence a assez duré. Charlotte est de nouveau enceinte, et nous devons parler de la situation financière. Pas « comment vas-tu ?» Pas « tu m'as manqué ?» Pas « j'ai réfléchi à ce que tu as dit ?» Juste directement à la situation financière. « Félicitations pour la grossesse », ai-je dit. « C'est une excellente nouvelle. Merci. Écoute, avec un autre bébé en route, l'argent va être encore plus juste. Nous devons savoir si tu vas pouvoir aider ou si nous devons prendre d'autres dispositions. D'autres dispositions. Comme si mon soutien était un service public pour lequel il pouvait comparer les offres. Julien, te souviens-tu de la conversation que nous avons eue sur le fait de vouloir une relation avec moi en tant que personne, pas seulement comme quelqu'un qui résout tes problèmes? Oui, je me souviens. On peut en parler plus tard? Pour l'instant, j'ai besoin de savoir pour l'argent. C'est de ça qu'on parle.
ai-je dit. En ce moment, dans cette conversation, tu fais exactement ce que je t'ai demandé d'arrêter de faire. Tu m'as appelé avec des nouvelles de ta famille, que j'adorerais célébrer et discuter avec toi, mais tu as immédiatement transformé cela en une demande financière. Maman, je n'ai pas le temps pour tes jeux. Vas-tu nous aider ou non? Des jeux. Ma demande d'être traitée avec respect était un jeu pour lui. Je vais t'aider en disant non, ai-je dit. Je vais t'aider à apprendre à gérer tes finances sans dépendre de la retraite et des économies de ta mère âgée. Tu plaisantes? Qu'est-ce que je suis censée faire? Ce que font tous les autres adultes. Faire un budget. Vivre selon ses moyens. Faire des choix différents si tes choix actuels ne sont pas durables. On ne peut pas se permettre ce bébé sans aide. Les mots flottaient dans l'air comme une accusation, comme si j'étais responsable de ses décisions de planification familiale, comme si j'étais obligée de financer ses choix reproductifs. Julien, si vous ne pouvez pas vous permettre un autre enfant, pourquoi en avez-vous un autre? Parce que nous voulons une famille plus grande. Alors vous devez trouver comment payer pour ça sans ruiner votre mère. Tu ne vas pas être ruiné. Tu as beaucoup d'argent. Comment sais-tu combien d'argent j'ai? Tu as vendu ta maison pour plus de 300 000 €. Et je te le donne depuis 3 ans. Tu pensais que ce compte était infini? Pour la première fois dans la conversation, il a semblé incertain. Combien reste-t-il? Peu importe combien il reste. Ce qui compte, c'est que j'ai besoin de cet argent pour mon propre avenir. Pour les frais médicaux, pour les urgences, pour la possibilité que j'ai besoin de soins en vieillissant. On s'occupera de toi quand tu seras plus âgé. Comment? Vous ne pouvez même pas vous occuper de vous-même maintenant. Vous ne pouvez pas vous permettre la famille que vous avez sans mon aide. Comment allez-vous vous occuper de moi? On trouvera une solution. Trouvez une solution maintenant. Trouvez comment subvenir aux besoins de votre famille sans mon argent. Parce que c'est ce qui va se passer, que vous le prévoyez ou non. J'ai raccroché, épuisé, mais résolu. Chaque conversation avec Julien suivait le même schéma. Ses besoins, ses problèmes, sa supposition que mes ressources existaient pour les résoudre. 1 heure plus tard, Sophie a appelé. « Maman, Julien dit que tu refuses d'aider pour le nouveau bébé. Julien dit beaucoup de choses. Qu'en penses-tu, toi, de la situation? Je pense que tu es injuste. La famille s'entraide? Je suis d'accord. La famille s'entraide. Quand est-ce que quelqu'un dans cette famille m'a aidé pour la dernière fois? On t'inclut dans des choses? Vous m'incluez quand vous avez besoin de quelque chose. Quand m'avez-vous déjà incluse juste parce que vous vouliez ma compagnie? » Sophie a soupiré lourdement. « Maman, je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. On t'aime. Montrez-le-moi. » Quoi? Montrez-moi que vous m'aimez. Pas en le disant, mais en agissant comme tel. Appelle-moi un jour où tu n'as besoin de rien. Pose-moi des questions sur ma vie. Partage une bonne nouvelle avec moi juste parce que tu veux que je sois heureuse pour toi. Passe du temps avec moi sans me donner de corvée à faire. Ce n'est pas juste. Tu aimes aider. J'aime être nécessaire. Mais je n'aime pas être utilisée. Il y a une différence. Je ne t'utilise pas. Sophie, pourquoi m'as-tu appelée aujourd'hui? Parce que j'étais inquiète pour toi. Étais-tu inquiète pour mon bien-être émotionnel? Ou étais-tu inquiète que je ne donne pas d'argent à Julien pour son bébé? Une autre longue pause. Les deux, a-t-elle dit finalement, et je devais lui reconnaître son honnêteté. Au moins, tu es honnête. Mais ne vois-tu pas le problème? Tu n'es pas vraiment inquiète pour moi. Tu es inquiète de ce que mes décisions pourraient coûter à ton frère. Ce n'est pas vrai. Alors testons-le. Ayons une relation pendant les 6 prochains mois où l'argent n'est jamais mentionné. Tu n'en demandes pas, Julien n'en demande pas, je n'en offre pas. Voyons si nous pouvons construire quelque chose basé sur le plaisir de la compagnie de l'autre. Maman, c'est ridicule. Nous sommes des adultes. Les adultes s'entraident financièrement. Les adultes ont aussi des limites. Les adultes ont aussi des relations qui ne sont pas transactionnelles. Les adultes se soucient aussi du bien-être émotionnel de l'autre, pas seulement de leur utilité financière. Peut-être que tu devrais parler à quelqu'un, a dit Sophie. Ce n'est pas ton genre. Tu as raison. Ce n'est pas mon genre. L'ancienne moi se serait déjà excusée et aurait envoyé un chèque à Julien. L'ancienne moi se serait sentie coupable d'avoir fixé des limites et aurait reculé. Mais je ne suis plus l'ancienne moi. Qu'est-ce qui t'est arrivé?
Je me suis souvenu que je suis une personne avec une valeur au-delà de ce que je peux fournir aux autres. Je me suis souvenu que l'amour ne devrait pas avoir à être acheté. Avant qu'elle ne puisse répondre, j'ai mis fin à l'appel. Cette nuit-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Je suis sortie dîner seule. Pas parce que je ne trouvais personne pour m'accompagner, mais parce que j'en avais envie. Je me suis bien habillée, j'ai choisi un restaurant que j'avais toujours voulu essayer, et je me suis assise à une table pour une personne avec un livre et un verre de vin. La serveuse était gentille, me posant des questions sur mon livre et faisant la conversation sur la météo. Le couple à la table voisine a souri et hoché la tête quand j'ai croisé leurs regards. La nourriture était délicieuse, et j'ai mangé lentement, savourant chaque bouchée sans me presser de nettoyer ou de servir quelqu'un d'autre. Pour la première fois depuis des décennies, j'étais exactement là où je voulais être, faisant exactement ce que je voulais faire, sans obligation envers personne d'autre. C'était magnifique. En rentrant chez moi, à travers les rues de la ville, j'ai ressenti un sentiment d'appartenance que je n'avais pas connu depuis des années. N'appartenant pas à une famille qui m'utilisait, n'appartenant pas à des relations qui m'épuisaient, mais m'appartenant à moi-même. Appartenant à la ville, à la communauté, au simple plaisir d'être en vie et indépendante. De retour dans mon appartement, j'ai appelé Monique pour lui parler de la sélection du club de lecture que j'avais fini de lire. Nous avons parlé pendant 30 minutes de thèmes, de personnages et de style d'écriture. Pas une seule fois elle ne m'a demandé quelque chose. Pas une seule fois je ne lui ai proposé de résoudre ses problèmes. Nous avons simplement partagé des pensées et apprécié nos perspectives mutuelles. C'est ça, ai-je réalisé, ce que l'amitié était censée être. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un texto de Julien. « Maman, on peut parler ?» J'ai réfléchi à ce que tu as dit. Pour la première fois depuis des mois, il ne commençait pas par une demande. Il voulait parler. Je l'ai rappelé. « Salut, maman. Merci d'avoir appelé. Tu as dit que tu voulais parler. »« Oui, J'ai réfléchi à notre dernière conversation, à ce que tu as dit sur le fait que je n'appelle que quand j'ai besoin de quelque chose. » Il a fait une pause, et j'ai attendu, curieuse de voir où cela mènerait. « Je réalise que tu as peut-être raison, » a-t-il continué. J'ai essayé de me souvenir de la dernière fois que j'ai appelé juste pour savoir comment tu allais, et je n'ai pas pu. C'était la première fois depuis des années que Julien admettait qu'il pouvait avoir tort sur quelque chose concernant notre relation. « Je t'écoute, » ai-je dit. « Je veux essayer de faire mieux, d'avoir une relation plus réelle avec toi. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose aussi. Ça y est, ai-je pensé. Les conditions, les excuses, les façons dont c'était vraiment de ma faute. Après la mort de papa, tu essayais toujours de nous aider. Tu offrais toujours de résoudre les problèmes, de donner de l'argent et de t'occuper des choses. Je suppose que j'ai commencé à voir ça comme ta façon de montrer ton amour. Comme si c'était ta manière d'être impliqué dans nos vies. C'était plus d'introspection que ce que j'avais entendu de Julien depuis des années. Alors, quand tu as soudainement arrêté, a-t-il continué, j'ai eu l'impression que tu retirais ton amour. Comme si tu nous punissais d'avoir accepté ce que tu avais toujours offert. Je n'avais pas envisagé cette perspective, et cela m'a fait réfléchir. Julien, c'est un point de vue intéressant. Et tu as probablement raison de dire que j'ai utilisé l'aide comme un moyen de me sentir nécessaire et connectée. Mais peux-tu voir comment j'ai pu ressentir les choses quand l'aide est devenue attendue plutôt qu'appréciée? Ouais, a-t-il dit, et il semblait sincèrement pensif. Ouais, je crois que je peux le voir. Et peux-tu comprendre ce que j'ai ressenti en réalisant que tu ne me contactais que lorsque tu avais besoin de quelque chose? Que ma valeur dans ta vie semblait entièrement basée sur ce que je pouvais fournir? Je n'y avais jamais pensé comme ça, mais... Ouais, ça ferait mal. Nous sommes restés dans un silence confortable pendant un moment. C'était la conversation la plus honnête que nous ayons eue depuis des années. « Alors, comment on arrange ça ?» a demandé Julien. « Je ne sais pas, » ai-je dit. « Je pense que nous devons tous les deux apprendre à avoir un type de relation différent. Je dois apprendre à me connecter avec toi, sans toujours essayer de résoudre tes problèmes. Et tu dois apprendre à te connecter avec moi sans toujours avoir des problèmes à résoudre. Ça a l'air difficile. C'est difficile. Mais je pense que ça vaut la peine d'essayer. Moi aussi. » Pendant les semaines qui ont suivi,
Julien et moi avons parlé régulièrement. De courtes conversations, rien de dramatique, juste pour prendre des nouvelles. Il me parlait du travail, de la grossesse de Charlotte, des activités des enfants. Je lui parlais de mon club de lecture, de mes cours d'aquarelle, des nouveaux amis que je me faisais. Aucun de nous n'a mentionné l'argent. C'était maladroit au début, comme si nous apprenions à parler une nouvelle langue. Mais progressivement, cela a commencé à sembler plus naturel. J'ai commencé à entrevoir l'homme que mon fils était devenu. En dehors de ses besoins financiers, il a commencé à entrevoir la femme que je devenais, en dehors de mon désir d'aider. Sophie a mis plus de temps à se faire à l'idée. Elle a maintenu que j'étais déraisonnable, que les familles devaient s'entraider sans tenir les comptes, mais même elle a commencé à appeler plus souvent, et nos conversations sont devenues progressivement moins axées sur ce dont elle avait besoin et plus sur le partage de nos vies. Le déclic est venu quand Lucas m'a appelé directement. « Mamie Martine, tu peux m'aider avec mon exposé sur Paris? Maman a dit que tu y as vécu toute ta vie. Pas de demande d'argent, pas de crise à résoudre. Juste un petit-fils qui voulait apprendre quelque chose de l'expérience de sa grand-mère. » J'ai passé 1 heure au téléphone avec Lucas, lui racontant des histoires sur l'histoire de la ville, sur la façon dont différents quartiers avaient changé au fil des décennies, sur mes endroits et souvenirs préférés. Il a posé des questions réfléchies et semblait sincèrement intéressé par mes réponses. Quand Sophie est revenue au téléphone après, elle semblait différente. « Maman, je ne savais pas que tu en savais autant sur l'histoire de la ville. » Lucas était fasciné. « J'ai vécu ici pendant 73 ans, ai-je dit. J'ai accumulé quelques histoires. Pourquoi ne les as-tu jamais partagées avant? Tu n'as jamais demandé. » Le silence qui a suivi était lourd de reconnaissance. « Je suppose que je n'ai jamais pensé que tu avais des histoires qui valaient la peine d'être entendues, » a dit Sophie doucement. « Je pensais juste à toi comme à quelqu'un qui pouvait aider avec les problèmes. » C'était la première fois que l'un de mes enfants reconnaissait me voir comme plus qu'une ressource. « Je suis quelqu'un qui peut aider avec les problèmes, » ai-je dit. « Mais je suis aussi quelqu'un qui a vécu une vie pleine, qui a des expériences, des connaissances et des perspectives qui existent indépendamment de vos besoins. Je commence à le comprendre. Les changements dans nos relations ont été progressifs mais authentiques. » Julien a commencé à appeler tous les dimanches, non pas parce qu'il avait besoin de quelque chose, mais parce qu'il voulait maintenir le lien. Nous parlions de l'actualité, de la mémoire, des changements dans le quartier où il a grandi. Sophie a commencé à envoyer des photos de Lucas juste parce qu'elle pensait que cela me ferait plaisir, non pas parce qu'elle voulait que je lui envoie quelque chose. Elle a commencé à me demander conseil sur des décisions parentales, valorisant ma perspective en tant que personne qui avait élevé des enfants avec succès. Plus important encore, ils ont tous les deux arrêté de supposer que je résoudrais leurs problèmes financiers. Julien et Charlotte ont ajusté leur style de vie pour vivre selon leurs moyens. Sophie a pris un travail supplémentaire pour payer les dépenses de Lucas. Ils ont tous les deux appris à gérer leur vie sans dépendre de mes ressources. Le changement n'était ni complet ni parfait. De vieilles habitudes refaisaient parfois surface, et nous devions tous travailler consciemment pour maintenir les limites plus saines que nous avions établies. Mais pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression d'avoir des relations avec mes enfants plutôt que des arrangements contractuels. Ma vie s'est également épanouie d'autres manières. Le club de lecture de Monique est devenu un temps fort mensuel, m'initiant à une littérature et à des idées qui stimulaient mon esprit comme j'avais oublié que c'était possible. Mes cours d'aquarelle ont mené à une véritable expression artistique et à un vocabulaire pour des émotions que je n'avais jamais pu articuler. Mon amitié avec François s'est approfondie en quelque chose de confortable et de complice. Nous visitions des musées ensemble, assistions à des concerts, partagions des repas et des conversations qui couvraient tout, de l'art à la politique, en passant par l'étrange expérience de reconstruire son identité à 70 ans. « Tu sais ce que j'ai appris ?» a dit François un après-midi, alors que nous étions assis au parc Monceau à regarder les gens passer. Les relations qui survivent sont celles où les deux personnes bénéficient du bonheur de l'autre, pas celles où une personne bénéficie du sacrifice de l'autre. Ces mots capturaient parfaitement ce qui n'allait pas dans mes relations familiales et ce qui allait bien avec les nouvelles connexions que je construisais. Madame Dubois et sa famille m'ont adoptée comme grand-mère honoraire, m'incluant dans les célébrations et les dîners hebdomadaires,
Non pas parce qu'ils avaient besoin de quelque chose de moi, mais parce qu'ils appréciaient sincèrement ma compagnie. Isabella, 8 ans, m'appelait Abuela Martine et me montrait ses œuvres d'art et me demandait des histoires sur mon enfance. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'étais entourée de gens qui appréciaient ma présence plutôt que mes prestations. La transformation n'était pas seulement externe. Je me sentais différente dans mon propre corps, plus solide et plus confiante. Je marchais avec une meilleure posture. Je regardais les gens dans les yeux dans la rue. Je prenais la parole dans les conversations, au lieu d'attendre que les autres dirigent la discussion. Mon appartement est devenu le reflet de mon sens de soi émergent. J'ai acheté de l'art pour les murs, des plantes pour les rebords de fenêtres, des meubles confortables disposés pour mon propre plaisir, plutôt que pour la commodité des visiteurs. C'est devenu un sanctuaire qui ressemblait à un foyer plutôt qu'à un lieu de passage temporaire. Plus important encore, j'ai appris à apprécier ma propre compagnie. Les samedis matins sont devenus un temps précieux pour la lecture et le café sans interruption. Les promenades du soir dans le quartier sont devenues des occasions de réflexion et d'observation plutôt que d'inquiétude anxieuse à propos de qui pourrait avoir besoin de quelque chose de moi. 6 mois après la révélation du sol de la salle de bain, j'ai réalisé que je pensais rarement à l'argent que je ne donnais plus à mes enfants. La décision qui avait semblé si dramatique et effrayante était simplement devenue une partie de ma façon de vivre, avec des limites, avec respect de soi, avec attention à mes propres besoins et désirs. Julien et Charlotte ont eu leur 3e enfant, une fille qu'ils ont appelée Grâce. J'ai envoyé un cadeau modeste et une carte sincère, mais je n'ai pas offert de payer quoi que ce soit lié à l'arrivée du bébé. Ils ne me l'ont pas demandé. Quand ils m'ont invité à rencontrer Grâce pour la première fois, c'était une véritable invitation à partager leur joie, pas une demande de service de garde. J'ai tenu ma nouvelle petite fille dans mes bras et j'ai ressenti un pur bonheur. Pas le mélange compliqué d'amour et d'obligation qui avait caractérisé les interactions familiales précédentes. Sophie s'est vue offrir une promotion qui l'obligeait à déménager à Nantes. Elle a appelé pour partager la nouvelle, pour me demander mon avis sur la décision, pour gérer les sentiments complexes de quitter Nice. Elle n'a pas demandé d'argent pour le déménagement ou d'aide financière pour la transition. Elle voulait un soutien émotionnel et des conseils, me reconnaissant comme quelqu'un dont l'expérience de vie pouvait être précieuse. « Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire, maman ?» a-t-elle demandé. « Je pense que tu devrais suivre ton instinct, » ai-je dit. « Tu as toujours été intelligente dans tes décisions de carrière. Mais, et Lucas? Et le fait de quitter son école et ses amis? Les enfants sont résilients, et Nantes est une ville merveilleuse avec de grandes opportunités. Envisagerais-tu de te rapprocher si je prenais le poste? Pas pour vivre avec nous, mais pour être à proximité? » La question m'a surprise. Pendant des années, Sophie avait semblé indifférente à la distance géographique. Maintenant, elle suggérait qu'elle pourrait me vouloir plus près non pas parce qu'elle avait besoin de quelque chose, mais parce qu'elle appréciait notre relation. « Je pourrais y penser », ai-je dit. « Laisse-moi y réfléchir. » Après avoir raccroché, j'ai réalisé que j'étais en fait excitée par cette possibilité. Non pas parce que j'étais désespérée de liens familiaux, mais parce que j'étais sincèrement curieuse d'explorer une nouvelle ville à 70 ans. Nantes avait des galeries d'art et des musées, des sentiers de randonnée et des activités culturelles. Ce pourrait être une aventure. Le fait que j'abordais un changement de vie aussi majeur d'une position de force plutôt que de désespoir me semblait révolutionnaire. Ce soir-là, j'ai appelé François pour lui parler des nouvelles de Sophie et de mes réflexions sur un déménagement potentiel. « Qu'est-ce qui t'attire dans cette idée ?» a-t-il demandé. « L'aventure, » ai-je dit sans hésiter. La chance de découvrir un nouvel endroit, de me réinventer ailleurs. Et oui, être plus proche de Sophie et Lucas serait bien, mais ce n'est pas la motivation première. « Ça semble sain, » a dit François, très différent de ton ancien schéma qui consistait à organiser ta vie autour des besoins des autres. Il avait raison. Il y a 2 ans, si Sophie m'avait suggéré de déménager pour être plus proche d'eux, j'aurais immédiatement commencé à faire mes valises sans me demander si je voulais vraiment vivre à Nantes. Maintenant, j'abordais la possibilité comme une option parmi d'autres, la pesant par rapport à mes propres intérêts et désirs.
J'ai décidé de visiter Nantes pour un long week-end pour voir comment je m'y sentais. J'ai réservé le voyage moi-même, choisissant un hôtel en centre-ville et planifiant des activités qui m'intéressaient. J'ai fait savoir à Sophie que je venais, mais je ne lui ai pas demandé de me divertir ou de se sentir responsable de ma visite. Nantes était magnifique. Une ville plus petite et plus gérable que Paris, avec une nourriture incroyable, une belle architecture et un accès à la fois à la campagne et à l'océan. Je pouvais m'imaginer y vivre, explorer les quartiers, trouver de nouveaux restaurants et cafés préférés. J'ai passé un après-midi avec Sophie et Lucas, déjeunant et me promenant dans un parc. Lucas avait grandi et était devenu plus articulé depuis la dernière fois que je l'avais vu. Il m'a parlé de son école, de ses amis, de son intérêt pour l'apprentissage de la guitare. « Tu déménagerais vraiment ici, Mamie Martine ?» a-t-il demandé. « Peut-être, » ai-je dit. « Qu'en penses-tu ? » « Je pense que ce serait cool. On pourrait passer plus de temps ensemble. » La simplicité de sa réponse m'a touchée. Non compliquée par les besoins ou les attentes des adultes. Juste le plaisir simple d'un enfant d'avoir sa grand-mère à proximité. Sophie semblait plus détendue que je ne l'avais vue depuis des années. La promotion se passait bien, elle sortait avec quelqu'un de nouveau qui semblait gentil et stable, et Lucas s'épanouissait dans sa nouvelle école. « Tu as l'air vraiment différente, maman », a-t-elle observé autour d'un café. « Plus confiante, plus toi-même. »« Je me sens plus moi-même », ai-je dit. Il s'avère que lorsque vous arrêtez d'essayer d'être tout pour tout le monde, il vous reste de l'énergie pour découvrir qui vous êtes vraiment. Je suis désolée qu'il m'ait fallu si longtemps pour te voir comme une personne à part entière au lieu de juste ma maman. Les excuses signifiaient tout pour moi. Non pas parce que j'avais besoin de sa culpabilité, mais parce que cela montrait une véritable reconnaissance de la façon dont notre relation avait été faussée. Nous avons tous fait de notre mieux avec ce que nous savions à l'époque, ai-je dit. Ce qui compte, c'est que nous apprenons à faire mieux. Dans l'avion du retour vers Paris, j'ai pris une décision. Je déménagerai à Nantes au printemps. Non pas pour être plus proche de Sophie, bien que ce serait agréable. Non pas parce que Paris était devenu ingérable, bien que cela devenait cher et physiquement exigeant, mais parce que j'avais 73 ans et que je voulais une aventure. Je voulais voir à quoi ma vie pourrait ressembler si je la concevais entièrement autour de mes propres intérêts et désirs. Je voulais me réveiller dans un nouvel endroit et découvrir qui Martine pourrait devenir quand elle ne serait plus définie par les besoins des autres. La décision semblait audacieuse, terrifiante et absolument juste. Quand j'ai parlé de mes projets à Julien, il a été typiquement pratique. « Tu es sûr de vouloir tout recommencer dans une nouvelle ville à ton âge? » « Je ne recommence pas, » ai-je dit. Je continue d'avancer. Il y a une différence. Et tes amis ici? Et ta routine? Je me ferai de nouveaux amis. Je développerai de nouvelles routines. Et si ça ne te plaît pas? Alors je déménagerai ailleurs. La confiance dans ma propre voix m'a surprise. Quand étais-je devenue quelqu'un qui se faisait confiance pour naviguer dans des changements de vie majeurs? Monique et le club de lecture m'ont organisé une fête d'adieu, avec une liste de lectures d'auteurs de la région de Nantes. François a promis de visiter Nantes en été, et nous avons fait des plans provisoires pour assister ensemble à des expositions de musées. Madame Dubois a pleuré quand je lui ai parlé du déménagement, mais elle a aussi exprimé son enthousiasme pour mon aventure. « Tu deviens la femme que tu as toujours été censée être », a-t-elle dit en me tenant les mains. Il a juste fallu un peu de temps pour la trouver. Lors de ma dernière nuit dans mon appartement parisien, je me suis assise dans mon fauteuil de lecture avec une tasse de thé et j'ai regardé l'espace qui avait été mon sanctuaire pendant 3 ans. L'endroit que j'avais initialement vu comme temporaire et inadéquat était devenu le tremplin pour une version complètement nouvelle de moi-même. J'ai pensé à la femme qui avait emménagé ici après avoir vendu sa maison, vaincue, épuisée, existant principalement pour répondre aux besoins des autres. Puis j'ai pensé à la femme qui faisait ses valises pour Nantes, curieuse, confiante, excitée par la suite. Elles étaient à peine reconnaissables comme la même personne. Le sol de la salle de bain où j'avais pleuré à cause du texto de Julien semblait un lieu de la vie de quelqu'un d'autre. Je ne pouvais plus imaginer ce niveau de désespoir, cette dépendance complète à l'approbation des autres pour un sentiment d'estime de soi. J'avais appris la différence entre être nécessaire et être apprécié. J'avais appris la différence entre aider
et permettre. J'avais appris la différence entre l'amour et la transaction. Plus important encore, j'avais appris qu'il n'est jamais trop tard pour devenir la personne que vous étiez censé être. Mon téléphone a sonné. C'était Julien. « Salut, maman. Je voulais juste appeler pour savoir comment tu te sens pour demain. Pas de demande, pas de problèmes à résoudre. Juste un fils qui prend des nouvelles de l'état émotionnel de sa mère. » Je me sens excitée, ai-je dit. Un peu nerveuse, mais surtout excitée. « Je suis fière de toi, » a-t-il dit. « Je sais que ce n'est pas facile, mais tu as l'air vraiment heureuse ces derniers temps. » Je suis heureuse. Plus heureuse que je ne l'ai été depuis des années. C'est bien, tu le mérites. Après avoir raccroché, j'ai réalisé que c'était la première fois depuis des décennies que Julien disait que je méritais quelque chose de bien. Pas que je devais être reconnaissante pour ce que j'avais, pas que je devais arrêter de me plaindre de ce qui me manquait, mais que je méritais le bonheur. C'était le cadeau que j'attendais depuis 73 ans. La reconnaissance de mon enfant que j'étais une personne digne de bonnes choses. Le lendemain matin, je suis montée à bord d'un avion pour Nantes avec 2 valises et un cœur plein de possibilités. J'avais un petit appartement qui m'attendait, une ville à explorer et aucune obligation sauf envers moi-même. Alors que l'avion décollait d'Orly, j'ai regardé par le hublot Paris s'étendre en dessous et je n'ai ressenti que de la gratitude. Gratitude pour la ville qui m'avait abritée, pour la famille qui m'avait forcée à grandir, pour la crise qui avait révélé ma force. Mais surtout, gratitude d'avoir enfin appris que la relation la plus importante de ma vie était celle que j'avais avec moi-même. 6 mois plus tard, je suis assise dans mon nouveau café préféré à Nantes, écrivant dans le journal que je tiens depuis mon arrivée. Les entrées sont très différentes de ces enregistrements désespérés d'interactions familiales que je faisais autrefois. Ces pages sont remplies de découvertes, nouveaux restaurants, sentiers de randonnée, expositions d'art, livres, personnes. Les paysages de la Loire sont visibles depuis la fenêtre de mon appartement et j'ai déjà prévu 3 week-ends pour explorer différentes régions. J'ai rejoint un groupe de randonnée pour seniors, un cours de photographie et un programme de bénévolat au musée d'art. Sophie et Lucas me rendent visite régulièrement, mais pas par obligation. Nous apprécions sincèrement la compagnie de l'autre. Lucas apprend la guitare et il me joue des chansons quand il vient. Sophie me demande conseil sur ses décisions professionnelles et amoureuses, valorisant ma perspective en tant que personne qui a traversé de nombreuses transitions de vie. Julien et sa famille sont venus le mois dernier, leur premier voyage à Nantes. Ils ont séjourné dans un hôtel parce que nous avons tous compris que les héberger n'était pas ma responsabilité. Nous avons dîné ensemble plusieurs fois, appréciant simplement la compagnie des uns et des autres, sans que personne n'attende rien de personne. François est venu comme promis, et nous avons exploré la scène artistique de Nantes ensemble. Il envisage de s'installer ici lui-même, attiré non par une obligation, mais par une véritable attraction pour la culture et la beauté naturelle de la ville. J'ai de nouveaux amis ici, d'autres adultes plus âgés et aventureux qui ont déménagé à Nantes pour des raisons similaires. Nous partageons des histoires sur la réinvention de soi plus tard dans la vie, sur le courage nécessaire pour valoriser ses propres désirs par rapport aux attentes des autres. Ma peinture à l'aquarelle a évolué en quelque chose que je pourrais vraiment appeler de l'art. J'ai des œuvres accrochées dans mon appartement et j'en ai même vendu quelques-unes par le biais d'une galerie locale qui présente le travail d'artistes plus âgés, mais le changement le plus profond est interne. Je me réveille chaque matin avec curiosité pour ce que la journée pourrait apporter, plutôt qu'avec la crainte de savoir qui pourrait avoir besoin de quelque chose de moi. Je prends des décisions basées sur mes propres intérêts et mon énergie, plutôt que sur les exigences des autres. J'ai des conversations sur des idées et des expériences plutôt que sur des problèmes et des solutions. Je ne suis plus le distributeur de personnes, l'employé non rémunéré de personnes, le dépotoir émotionnel de personnes. Je suis Martine, une femme qui aime l'art, les livres et la randonnée, qui a des expériences et des opinions intéressantes à partager, qui est de bonne compagnie pour elle-même et pour les autres. Il m'a fallu 73 ans pour la rencontrer, mais je suis très heureuse que nous nous soyons enfin trouvés. Vous êtes-vous déjà demandé si les gens qui prétendent vous aimer se servent de vous? Vous êtes-vous déjà senti invisible dans votre propre famille, apprécié uniquement pour ce que vous pouvez fournir plutôt que pour qui vous êtes?
Je veux que vous sachiez qu'il n'est jamais trop tard pour changer la dynamique. Il n'est jamais trop tard pour fixer des limites, pour exiger le respect, pour choisir votre propre bonheur plutôt que le confort des autres. Mais surtout, je veux que vous sachiez que vous êtes digne d'être aimé pour exactement qui vous êtes, pas pour ce que vous pouvez faire pour quelqu'un d'autre. Si cette histoire vous semble familière, si vous vous reconnaissez ou reconnaissez quelqu'un que vous aimez dans ces mots, s'il vous plaît, partagez-le dans les commentaires ci-dessous. Et si ces mots vous ont aidé de quelque manière que ce soit, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Parfois, les conversations les plus importantes ont lieu lorsque quelqu'un a le courage de dire la vérité que d'autres ont peur de dire. Merci d'avoir écouté mon histoire. Merci de m'avoir vu. Et rappelez-vous, vous n'êtes jamais trop vieux pour vous choisir.